Diplômé, je m'appelle Samuel Taillon, agent de liaison pour l'Association des diplômés de l'UQAC et on vous souhaite la bienvenue dans ce premier podcast organisé par la DUQAC afin de découvrir deux diplômés de chez nous. C'est parti! Donc aujourd'hui, je suis avec deux diplômés de l'UQAC. Tout d'abord, M. Alexis Lebas qui a terminé son baccalauréat en administration en 2016. Allô Alexis? Exactement, allô tout le monde, bonjour. Et un deuxième diplômé, M. Étienne Landry-Désy, qui a terminé un baccalauréat en ingénierie d'aluminium en 2008. Allô, Étienne. Salut Samuel. Ça va bien? Très très bien, merci. Très content que vous soyez prêtés au jeu de notre premier podcast. C'est un projet pilote, on va dire, en espérant faire plus par la suite, mais on est très, très content de vous recevoir pour cette première expérience. Aujourd'hui, messieurs, on est avec vous pour parler d'un nouveau projet que vous avez mené, dans le fond, pour lequel vous êtes membre du conseil d'administration, qui est Système T. Mais avant cela, j'aimerais ça peut-être qu'on regarde avec vous un peu votre parcours depuis votre diplôme à l'UQAC. On va commencer avec Alexis. Depuis ton diplôme à l'UQAC en administration, peux-tu nous faire un peu ton historique de vie en tant que diplômé, disons? Ah bah avec plaisir. Alors j'ai été diplômé en 2016. Je suis sorti des études. J'ai été consultant pour des entreprises directement pour de la gestion de la présence sur le web ou du référencement sur Google, enfin du référencement Google tout simplement. Et puis après ça, quand j'ai commencé à vouloir trouver un travail un petit peu plus concret, un peu plus plein temps, je me suis rapproché de la restauration. C'est une de mes grandes passions, la restauration, la bouffe en général. Et j'aime l'achat local et le développement de produits directement issus de la région. Donc je me suis rapproché de la cuisine, du restaurant La Cuisine, avec qui j'ai travaillé, avec qui on a créé les boîtes gastronomiques, où on faisait en sorte de faire rayonner des cultivateurs et des éleveurs de la région en proposant des menus directement chaque semaine en boîte à emporter. Donc ça, c'était vraiment cool. Après ça, il y a eu dans la région un peu du laisser-aller au niveau de la restauration. Les gens sont peut-être un peu moins intéressés, je ne sais pas, mais les ventes ont un peu diminué. Donc j'ai changé de domaine, je suis parti vers l'automobile. Ça a été un milieu que je ne retournerai pas. Tout simplement, c'est simple. C'est moins des produits locaux, les automobiles, disons. Hein? Non, et puis pour l'environnement, je crois que je pense que j'ai été chez les pires en fait. On vendait des trucks à longueur de journée. C'est un milieu qui est super, hein, mais en fait le problème c'est que ça allait pas avec mes valeurs à moi, tout simplement. C'est pas que le domaine est mauvais, au contraire, je pense que tout le monde a besoin de véhicules aujourd'hui et surtout dans des régions aussi grandes que la nôtre. Mais disons que ça allait pas avec ma personne. Je comprends. Étienne, toi, ton parcours de diplômé? Parcours de diplômé, j'ai terminé en 2008. Moi, j'ai choisi de poursuivre à la maîtrise que je suis allé faire en Europe. Ça a été une super expérience. Par la suite, je suis revenu dans la région. J'ai travaillé pendant 5 ans presque comme ingénieur de procédés dans une usine de transformation d'aluminium, donc directement en lien avec mes études au bac. Je faisais un peu tout. Recherche et développement, procédés, etc. Ça a été une belle expérience, mais après quelques années, j'avais envie de voir du monde, puis voir un peu le grand air. Donc je me suis promené, j'ai changé d'emploi, j'ai travaillé en informatique quelques années, puis maintenant, je suis coordonnateur du 1000 km à vélo pour le grand défi Pierre Lavoie, que probablement la majorité de nos auditeurs connaissent. Donc, c'est un drôle de parcours pour un ingénieur. En même temps, j'ai délaissé les métaux pour... je dis que maintenant, je fais de l'ingénierie humaine, en fait. Parce que je fais encore de la résolution de problèmes, de la logistique, de la logique. C'est vraiment les mêmes compétences que celles d'un ingénieur en usine, mais je travaille avec juste des humains. C'est-tu plus facile à travailler que l'aluminium ou des humains? Les défis sont pas les mêmes. Non, c'est très différent. Je saurais pas dire qu'est-ce qui est pire ou moins pire. C'est vraiment deux contextes, mais ça répond beaucoup plus à mes valeurs, un peu comme Alexis. Ouais. Ça se rapproche de ce que j'aime en lien avec la communauté. C'est un projet super mobilisant. C'est des valeurs, des saines habitudes de vie. C'est des très belles valeurs aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. En fait, ce qui est arrivé, nous récemment, on a vu passer ça. Peut-être d'ailleurs que les gens qui nous écoutent l'auront vu passer dans leurs différents fils d'actualité.
un nouvel organisme, une nouvelle coopérative. Vous me direz comment on l'appelle par la suite, là, Système T. Système T, dont je vais faire la lecture rapide de la description de l'objectif, qui est d'accélérer la transition socio-écologique en développant et en accompagnant des projets qui ont un impact positif au niveau social, environnemental, culturel et économique. Et ça, je crois, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais peut-être en ne se limitant pas à ça. Quelqu'un peut m'expliquer déjà, on parle souvent de transition socio-écologique. Bon, c'est des beaux grands mots, on comprend en gros ce que ça comprend, mais des fois j'ai l'impression que c'est aussi des mots valises qui en comprennent plusieurs autres. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez un peu pour vous, c'est quoi votre vision de cette transition-là? La transition, ben, c'est de partir du constat aujourd'hui que ce qu'on fait, notre mode de vie, notre système économique n'est pas adapté aux limites de la planète. Il y a des impacts sur notre qualité de vie en tant qu'individu, en tant que collectivité, parce qu'on travaille peut-être trop, parce qu'on consomme trop, parce que les choix que nous faisons, en fait, comme individus, il y a une limite à ce que nos choix peuvent changer, puis c'est des choix collectifs, des choix politiques ou à l'échelle de nos sociétés, de nos pays, de nos systèmes, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup, on a une économie très linéaire, c'est-à-dire on extrait des ressources, on les utilise, on les consomme et on les jette et on recommence. Et puis ça, ben c'est pas durable. L'exemple des ressources fossiles, les énergies fossiles est un très bon exemple. Là. On puise des ressources, on les brûle et puis ça crée des problèmes de changement climatique. Donc la transition, ben c'est d'aborder ce problème-là de front, de dire ok, ben parfait, on constate qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour le changer. Donc c'est de repenser à toutes les échelles nos systèmes sociaux, culturels, économiques pour donc remettre à l'ordre du jour et en cohérence avec les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, nos choix pour orienter pour que notre société soit plus cohérente avec les défis. Dit très simplement, on est convaincu que si on ne fait rien, on s'en va dans le mur. En fait, j'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre dans ce sens-là, où l'écologie, l'aspect social, tout ça, en fait, c'est de tendre vers un monde où tout le monde a plus sa place et que tout le monde se retrouve à recevoir les ressources dont il a besoin, autant de manière de ressources, on va dire, physiques que de support humain. Donc, je comprends un peu l'association entre social et écologique dans cette optique-là. Là. Ouais, ça va de pair. Hein. C'est un gros tout, en fait. Toi, Alexis, comment tu pourrais... Je pense que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, moi en fait surtout c'est que je pense aussi que dans la transition, mais on parle souvent d'évolution, de transition, de solution, mais on parle rarement d'humain. Et même c'est l'humain en fait qui est le premier, qui est le premier à être affecté. Il y a la planète bien sûr, mais l'humain vit dessus et souvent on le met pas au centre de l'intérêt. Et il y a beaucoup de gens en fait qui vont se poser des questions, qui vont se dire ouais mais la transition, qu'est-ce qu'on peut faire, moi je suis quoi là-dedans? Et en fait, t'es tout là-dedans. C'est toi qui est le plus important dans tout ça, dans la transition. C'est l'humain et la planète qui sont les deux aspects à prioriser. Et aujourd'hui, on oublie souvent l'humain. On parle souvent d'évolution. Ah, on va trouver des solutions pour l'environnement, on va trouver des solutions. Mais derrière l'environnement, il y a l'humain directement. Donc... En fait, c'est absurde, c'est de les voir comme séparés. En fait, que dans l'écologie, dans la biodiversité, l'humain en fait partie aussi. Donc, l'un va avec l'autre, c'est super intéressant. J'ai vu que vous avez opté pour un modèle coopératif. Vous êtes membre de cette coopérative-là, j'imagine. Vous êtes, je crois, aussi membre du conseil d'administration tous les deux. Oui. Pourquoi déjà le modèle coopératif a été sélectionné plutôt qu'un autre? L'idée, en fait, c'est de rassembler des gens qui vont joindre leurs efforts pour mener à bien des projets ou accompagner les projets de Système T. Donc, c'est un ensemble de personnes. Là, je parle avec vous, vous êtes un peu là en tant que représentant ou ambassadeur de ça, mais c'est plusieurs personnes qui ont des compétences sur cette transition-là. Tu sais, Alexis, tu as une compétence administrative, marketing, etc. Étienne, tu as une compétence, comme tu parlais un peu tantôt, en ingénierie humaine, mais à travers votre équipe, il y a différentes connaissances qui peuvent aider à une transition. Tout à fait. Oui. Comme lesquelles? Gestion de projet,
génie de l'environnement, plus génie manufacturier. Il y a beaucoup d'accompagnement d'affaires aussi. Donc, tu sais, monter un projet, structurer un projet, aller chercher du financement. Il y a toute une dimension vraiment plus entrepreneuriale. Et puis cette vision-là est importante. Là. Des projets qui arrivent ont besoin d'être portés avec conviction, d'être accompagnés avec conviction aussi. Comment ça se concrétise, disons, le output, qu'est-ce que vous offrez en fait, Système T? On offre à différents porteurs de projets ou n'importe quelle entreprise en fait qui veut trouver des solutions à des problèmes complexes. En fait, nous, on prend les différentes problématiques qui arrivent à certaines entreprises ou certaines personnes. Ça peut être juste une personne, hein, c'est pas forcément une entreprise. Et on met sur la table en fait son projet, puis on réfléchit à comment il va arriver à là où il veut arriver pour le client, mais tout en apportant une transition socio-environnementale ou écologique, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que son projet il atteigne l'efficience, toujours en respectant un cahier des charges qui nous est propre à Système T, quoi, qui est calqué sur la grille de développement durable d'Olivier Riffon d'ailleurs. Concrètement, un des projets, le Living Lab, est un projet qui est de Système T. Le Living Lab, qu'est-ce que c'est? Laboratoire vivant, déjà, dans un bon français. Ouais. Un Living Lab, en tant que tel, c'est une des approches en innovation ouverte. L'innovation ouverte fait opposition à l'innovation fermée. Je peux donner un exemple, là, bien bête. Quand on fait de la recherche et développement, on veut trouver une solution à un problème, on assoit une gang d'ingénieurs dans un bureau, puis on leur dit « Trouvez-moi une solution à ce problème-là ». Donc, ils font un processus d'innovation fermé, c'est-à-dire qu'ils cherchent dans un univers qui est le leur. L'innovation ouverte va chercher à décloisonner ce processus-là. Donc, à ouvrir le processus d'innovation. Dans le cas d'un Living Lab, c'est une approche où on va aller, une approche centrée sur l'usager. Donc, on va aller chercher pour un problème donné toutes les parties prenantes, en particulier les usagers, qui vont être invités à réfléchir par différentes méthodes d'accompagnement, d'animation, qui vont être amenés à échanger leurs idées, leur point de vue sur la problématique, peut-être à re-questionner même la problématique en tant que telle, pour devenir, si on veut, des co-chercheurs, des co-concepteurs d'une éventuelle solution. Et la méthode Living Lab amène à très rapidement proposer des adaptations, proposer des prototypes, donc essayer, faire vraiment des processus itératifs. Et puisque l'usager est vraiment au centre de la démarche, ben, lorsqu'on va arriver à une solution, on va tout de suite avoir beaucoup plus de chances que cette solution-là soit acceptée parce que l'usager fait partie de la réflexion. Je pense que c'est la première fois que je comprends aussi bien l'expression Living Lab. En fait, c'est vraiment un laboratoire vivant dans le sens où tu n'es pas dans la théorie, mais tu es dans la recherche de la vérité puis dans l'appliquer, puis le modèle itératif. La recherche d'une solution, ouais, c'est ça. On peut ajouter à ça tout un volet documentation, partage de connaissances, vraiment la dimension plus lab universitaire. Open source même, quand même, ouais. Open source. Open source, tout à fait. Ça s'inscrit dans le mouvement open source. Donc, les connaissances qui sont générées sont digérées de manière à être partagées pour être utilisées par un prochain projet ou par un autre Living Lab ou par une autre gang à l'autre bout du monde qui a une problématique semblable. Donc, c'est vraiment une approche qui vise à générer de la connaissance puis à la faire grandir, partager. Mais on sent qu'il y a une tendance là-dessus. Je ne sais pas si c'est dans les lectures que je vois particulièrement parce que je suis ciblé par ça, par les algorithmes, je ne sais trop, là, mais cette tendance-là, aller justement dans ce milieu de partage-là, un peu à l'encontre de tout ce qu'on voyait à l'époque de brevets, d'appropriation de nouvelles technologies, mais plutôt de travailler ensemble vraiment, parce que je pense qu'ensemble, on vit tous les mêmes problèmes de réchauffement climatique, de problèmes sociaux, d'inégalité. On dirait qu'il y a c'est comme une arme qui se monte face à tout ça pour dire, bon, le open source... Je pense qu'il y a effectivement une tendance assez forte à aller vers ça. C'est à la mode présentement. Ce qui est particulier, le Living Lab, pour
pour la transition, donc le Lab System T sera le premier au Québec vraiment orienté sur les problématiques de transition. Puis, en fait, pour moi, un Living Lab, c'est une manière de répondre à un problème complexe. Puis c'est peut-être pour ça, pour répondre à ta réflexion, c'est peut-être pour ça c'est si populaire, c'est que les problèmes complexes, on en voit beaucoup, on les a de plus en plus devant nous. Puis pour nous, c'est ça qui fait que c'est évident d'aller vers ça, parce que la transition, moi, ça fait 10 ans que je réfléchis à la transition, puis ça fait 10 ans qu'à part parler beaucoup, on n'a pas fait grand-chose. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme de dire, OK, ben peut-être si on se prend un petit élan puis qu'on aborde ça d'une nouvelle manière, on va pouvoir aller plus loin dans l'action. Puis ça, le Living Lab, c'est une manière de générer des idées, puis System T, c'est une manière de passer à l'action. Pour la transition, des Living Lab, il en existe, je comprends bien, c'est un outil, en fait, un Living Lab qui sert à répondre à différentes questions. C'est là où j'allais venir, quand tu disais c'est à la mode, en fait, oui et non, parce que c'est quand même assez vieux, en fait, la méthode Living Lab, j'ai lu là-dessus, parce que c'est vrai que la question, des fois, on se dit, ouais, ça vient d'où? Mais oui, en fait, c'est du nord de l'Europe, des pays scandinaves, qui en fait ils ont été là je vais peut-être dire une petite bêtise, faudra peut-être aller vérifier, mais ils ont tous les 6 mois ou 1 an en Europe, les présidents de la Commission européenne, ça change de pays, vu qu'on est 26, faut pas que ça soit toujours le même. Et quand ça a été leur tour, je crois que c'est la Norvège ou la Suède, quand ils ont eu leurs 6 mois, ils ont dit nous on veut de l'innovation ouverte. Nous, ça fait des années, on respecte l'environnement, on fait tous les efforts possibles, c'est dans nos valeurs, mais tous nos voisins autour de nous, ils font n'importe quoi. Donc là, nous, on a la présidence, on se met à réfléchir. Et les premiers mouvements d'innovation ouverte Living Lab sont venus en 2006-2008. Et ils en ont créé une 50aine pour répondre en fait à plusieurs catégories, donc que ce soit la transition, les hôpitaux, la nourriture, tout ce que l'humain peut avoir besoin en fait, tout simplement. La détresse psychologique, on en viendra après avec la crise, parce que ça c'est hyper important aussi. Et donc ça a vu le jour comme ça, et après on s'est dit mais vu les résultats que ça obtenait, et ben déjà à mon avis ça a dû faire peur à la recherche et développement des British Petroleum à Londres. Eux ils ont dû se dire oh attendez les gars, ils vont peut-être trouver une solution. Attendez, asseyez-vous. En effet, il y a des compagnies, des méga compagnies qui se sont rendues compte à quel point l'innovation ouverte est pertinente. Il y a des très très grosses compagnies américaines qui ont des départements d'innovation ouverte qui sont tournés vers les usagers. Le meilleur exemple ou un exemple facile, c'est les entreprises informatiques qui alimentent leur recherche et développement par les solutions qui sont proposées par les usagers sur des forums. Au lieu de travailler avec 25 ingénieurs dans une tour de la Silicon Valley, ils s'alimentent de 300 000 usagers qui commentent une problématique sur un forum, par exemple, pour savoir c'est quoi la meilleure fonctionnalité à ajouter à Excel. Et pourquoi ça serait 2 ingénieurs qui réfléchissent à ça alors qu'on est des milliards à utiliser Excel, peut-être? Ça donne l'impression presque... c'est comme si on s'était éloigné avec les années, puis avec même l'informatique, les nouveaux systèmes, on s'est éloigné des principaux bénéficiaires des services avec le temps, puis que là, il y a un retour des choses, toujours teinté de la manière, de l'informatique, tu parles des forums, mais tu sais, on s'entend qu'il y a 1000 ans, ces problèmes-là n'existaient pas. Tu sais, les gens, tout ça était très local, était très de proximité. Donc, il y avait un problème, on trouvait une façon facilement de le répondre par tel ou tel autre truc. Mais on dirait que ces entreprises-là ou ces problèmes-là sont tellement rendus globales puis difficiles à trouver la source que de nouvelles méthodes sont nécessaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 50 ingénieurs imaginent une solution qu'ils vont appliquer à 2 milliards d'humains. Le gars qui a pensé au bouton j'aime sur Facebook, là, il n'y a jamais quelqu'un qui a influencé autant de vies. Là. Effectivement, c'est vrai. J'ai lu cette semaine le billet d'Olivier Riffon par rapport justement au contexte actuel dans une optique de transition. Bon, c'est une crise, on le nomme comme ça, la pandémie. Est-ce que ça peut être un terreau fertile à faire ces changements-là, à amener vers une transition de devoir se remettre en équilibre dans le contexte actuel, mais tant qu'à reprendre un équilibre, prenons-le différemment. T'sais. Ouais, mais faut pas l'amener comme ça, je pense, parce que sinon on va dire ouais, la crise c'était pas mal finalement. Non, non, on peut pas. Mais oui, complètement, oui. De toute façon, l'humain, enfin en tout cas,
j'étais pas né, c'était avant, et heureusement pour moi d'ailleurs, mais à chaque fois que j'ai vu les grandes évolutions de l'humain, ça a toujours après été des grandes crises, hélas. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une grande crise à l'échelle mondiale, et je pense que ce qui va ressortir de ça, c'est la liberté, faire ce qui nous plaît, et puis arrêter de faire comme tout le monde. Parce que ça, on parlait de ça tout à l'heure, tu disais on était plus heureux il y a 1000 ans, mais il y a 1000 ans, on te martelait pas tous les jours que ce qui était bien, c'est d'être comme tout le monde. Aujourd'hui, les jeunes, faut que tu sois le calque de ton voisin. Parce que si tu ne l'es pas, bah, t'es exclu. Et si t'es exclu, bah, t'es pas bon. Tu comprends que t'es pas bon si t'es exclu. En fait, pas du tout. Ça se trouve, c'est le petit gamin qui est exclu qui va être plus heureux que les 100 autres qui font comme tout le monde. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a assez, quoi. J'en ai marre de voir tout le monde qui est triste. J'en ai marre de... Puis je les vois faire... Même moi, hein, je sais pas pour Étienne, mais en tout cas, pour moi, des fois, je me dis, mais attends, Alexis, tu fais comme tout le monde, là. Et t'es heureux? Bah, je me remets en question. Je me dis, bah non, en fait, ça marche pas. J'avais pas envie de faire ça, à la base. Moi, je prends la balle au bon parce que ça fait 2 mois maintenant qu'on est comme de plus en plus confinés, de plus en plus en pandémie, puis que là, le soleil se couche de plus en plus tôt, puis que tout le monde a la face longue, là. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas été de bonne humeur comme ça parce que les projets sont le fun, puis Système T est un projet vraiment stimulant qui m'amène énormément d'énergie positive entouré de monde, le fun et stimulant. Fait que j'ai l'impression de vivre sur une planète un peu parallèle, puis c'est peut-être la planète Système T. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Alexis, de vous être prêté au jeu pour ce premier podcast de la DUQAC. J'en profite pour faire un appel à tous les diplômés. Si vous-même ou un de vos proches réalise quelque chose, sort un ouvrage ou aimerait venir parler d'un sujet qu'il maîtrise avec nous dans ce podcast-là, que nous contacter à aducac@ucac.ca. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous et peut-être même d'en faire un podcast pour la prochaine infolette de la DUQAC. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée et à la prochaine.